Salut à tous et bienvenue à une nouvelle session de la découverte de la data science. On est heureux d'avoir cette nouvelle session en partenariat avec le Wagon et le Palace. Aujourd'hui, on a Guillaume Sopin de Vertigo qui est là pour nous présenter un talk. Merci au Wagon et au Palace d'avoir organisé cet événement auquel on est très content de contribuer. Pour nous, une bonne occasion d'échanger un petit peu sur notre expertise dans le monde de la data science. Donc le sujet que j'ai choisi effectivement de discuter avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la data science pragmatique, c'est-à-dire faire un petit peu un retour d'expérience sur comment arriver rapidement à son but en data science, sachant que c'est un domaine qui est assez complexe, que les problématiques auxquelles on doit faire face peuvent être compliquées et qu'il y a moyen de se perdre en chemin. Donc là, l'idée, c'est de partager un peu avec vous cette expérience qu'on a sur le sujet. Alors, avant ça, je vous parle rapidement de Vertigo. Je vous fais un peu grâce du discours commercial pour me focaliser surtout sur les contributions qu'on peut apporter dans le domaine de la data science. On est une équipe, sur l'équipe technique, on a à peu près une quinzaine de personnes. On a la moitié des gens qui sont des docteurs. Une partie d'entre eux ont travaillé dans le domaine académique. Et du coup, on aime bien échanger, on aime bien partager ce qu'on fait, soit à travers des publications. Donc, on publie régulièrement sur Medium ou dans le Linux Magazine, donc avec des articles plutôt techniques. On intervient aussi dans ActuIA, par exemple, où on a des articles un peu plus de fond, un peu plus d'opinion sur les usages de l'intelligence artificielle. On nous retrouve aussi dans les Échos. On a une tribune qui a été publiée aujourd'hui sur l'utilisation des intelligences artificielles prédictives. On assigne aussi des articles dans la tribune, et puis on intervient aussi dans des écoles. Donc par exemple, Audencia, où on a un de nos data scientists, Nicolas, qui intervient régulièrement en master. Donc voilà, on aime bien prendre part à toute cette communauté, surtout autour de Nantes et de Paris, et partager notre expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la data science. Autre fait aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille pas uniquement sur des sujets vraiment business, qui est notre cœur d'activité, j'ai oublié de le dire, mais c'est on est éditeur de logiciels, on développe une plateforme prédictive haute précision. Donc, on destine essentiellement au domaine du retail, de la supply chain, etc. Mais on réutilise aussi notre compétence au sein d'une fondation qu'on a montée par le biais de Rupert Chissel, qui est notre fondateur, qui s'appelle Prédilepsie. Et là, on applique nos méthodes d'intelligence artificielle à la prédiction des crises d'épilepsie. Voilà, donc ça vous donne un petit panorama de ce qu'on fait et des raisons pour lesquelles on est là ce soir. Donc le sujet, si ça va bien passer à la slide suivante. Voilà, je vais trop vite. Je ne sais pas si je suis un coup trop loin. Ouais. Je ne sais plus si je suis à la slide suivante ou pas, mais ouais, ça devait être bon. Alors, si tu peux me remettre dessus. Hop, pardon, voilà. Donc oui, le sujet que j'ai décidé d'aborder ce soir avec vous, c'est l'aspect data science et pragmatique. Donc, pourquoi vouloir faire de la data science pragmatique? Qu'est-ce qui a motivé cette présentation? Déjà, le premier point, c'est qu'il y a effectivement une sorte de dichotomie entre le réel et le monde de la data science, le monde des données. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs de logiciels et fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle, on est en contact avec des clients qui ont des problématiques métiers qui sont très prosaïques, très terre à terre. Ça peut être j'ai besoin de limiter mon stock en magasin, je voudrais éviter de gaspiller des repas dans les cantines de Nantes Métropole, je voudrais savoir si une crise d'épilepsie va m'arriver dans les minutes qui suivent, etc. Et donc ça, c'est le besoin finalement assez prosaïque. Et d'un autre côté, il y a le monde de la donnée, où là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus complexe. On va faire face à des données qui vont être multidimensionnelles, qui peuvent être très volumineuses. Régulièrement, on travaille avec plusieurs milliards de lignes de données. Face à ça, on va avoir des algorithmes aussi qui vont être complexes, beaucoup d'algorithmes potentiellement utilisables dans le domaine de la data science, des données qu'on va pouvoir enrichir. Enfin voilà, c'est un domaine qui est assez labyrinthique, on peut facilement s'y perdre, et si on n'est pas un peu pragmatique, un peu efficace, un peu focus sur ce qu'on veut faire, on peut rapidement être débordé et y passer beaucoup de temps pour un résultat qui peut être assez faible. Donc ça, c'est une première raison, voilà, cette dichotomie entre réel et données. Il y a une autre raison, c'est qu'on est aussi sur une science qui est balbutiante, même si c'est basé sur des mathématiques. Moi, je fais souvent remonter ça, soit à Gauss, donc vers 1805, quand on voit apparaître la méthode des moindres carrés, soit même on peut remonter plus loin jusqu'à Napier et son travail sur le logarithme, etc. Donc voilà, c'est des maths où il n'y a rien de vraiment
exceptionnellement novateur dans ce qu'on fait. Mais par contre, la science en elle-même, l'application aux données, c'est assez récent. On peut dire que ça a 10 ou 20 ans. Et on n'a pas encore de règles de l'état de l'art. Voilà, contrairement à quand on construit un pont ou une voiture, où on peut au doigt mouillé, les ingénieurs savent, voilà, s'il y a tant de voitures qui passent sur le pont, on va mettre des poutrelles de telle section, etc. Il y a des règles métiers de l'état de l'art. On peut facilement arriver au but avec un truc qui va tenir la route, avec une règle, une thumb rule, une règle du pouce, et bien dimensionner son truc. Dans la data science, c'est pas le cas. Il n'y a pas de règle qui marche à tous les coups. Il n'y a pas de raccourci qu'on peut prendre. Il n'y a rien de prédéfini. Donc là encore, il y a moyen de se perdre. Et c'est pour ça qu'il faut être pragmatique. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire et y aller méthodiquement. Voilà. Donc ça, c'est une autre raison. Autre point aussi, c'est l'aspect mathématique. C'est-à-dire que les gens qui vont faire de la data science, c'est des gens qui ont des compétences forcément en mathématiques, en données, voilà, qui aiment bien les choses un petit peu abstraites. Et du coup, ils vont parfois se focaliser, et moi le premier, sur le moyen, alors qu'en fait, c'est sur la fin qu'il faut se focaliser, c'est-à-dire le bénéfice qui va être apporté par l'intelligence artificielle. Et parfois, on peut être amené à perdre un temps fou pour gagner 3 pouillèmes en précision, alors qu'en fait, on a déjà répondu au problème. Donc ça, c'est une autre raison. Et enfin, le dernier point pour lequel il faut être pragmatique, c'est que la data science, on la fait pas pour la data science, on la fait pour apporter un ROI, pour qu'il y ait un ROI qui soit économique, soit sociétal, par exemple avec le gaspillage dans les cantines ou la prédiction de crise d'épilepsie. Donc c'est là aussi qu'il faut être pragmatique, voir quel est le problème réellement à régler et le régler. Voilà. Donc ça, c'était pour les raisons et motivations de ce talk. Hop, voilà. Donc, quand on parle de pragmatisme, bon, c'est un peu un mot fourre-tout. Donc là, le but, là, ça va être de faire du pragmatisme pragmatique. Hein, c'est-à-dire, je vais essayer de vous donner vraiment des éléments concrets et des étapes et des points d'attention et de vigilance sur ce qu'il faut faire pour être pragmatique et efficace dans le domaine de la data science. Donc, j'ai regroupé ça autour de plusieurs questions qu'on va aborder donc, au fil de la présentation. La première, quand on commence à attaquer un problème de data science, c'est déjà comprendre la problématique qu'on veut régler, la problématique du client. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut voir comment on va formaliser ce problème-là avec le client, comment on va le transformer d'un problème prosaïque assez haut niveau à un problème mathématique. On va regarder aussi quelles sont les données qu'on a à disposition pour traiter le problème, est-ce qu'on en a suffisamment, quelle est la qualité, etc. Une fois qu'on a ces données-là, il va se poser la question de savoir ce qu'on va vouloir en faire. Donc, on va passer sur la partie modélisation. Donc, choisir le bon modèle, le paramétrer correctement, valider qu'il fonctionne bien, etc. Choisir l'algorithme qui va être utilisé pour entraîner le modèle, tuner les hyperparamètres, etc. Enfin, donc, il y a toute une série de questions sur lesquelles il faut bien réfléchir. Et là encore, l'éventail des possibilités est très large. Donc, si on veut aller au plus efficace, voilà, il faut avoir des petites heuristiques. Faut pas perdre de vue l'objectif final. Bien, la finalité de l'application n'est pas forcément le moyen pour lequel on va y arriver. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, c'est déjà une belle étape. C'est-à-dire quand on a les données, le problème, qu'on a réussi à faire un modèle pour ça, qu'on a un système d'intelligence artificielle qui répond à la question. Il faut maintenant restituer l'information au client. Donc là aussi, il faut être assez efficace. C'est 2 mondes très différents qui vont se parler. Un monde plutôt abstrait, un monde qui est plutôt dans le concret, dans le quotidien, avec des vraies problématiques à régler métier. Et donc, il faut voir comment efficacement communiquer avec le client, le vulgariser suffisamment le sujet pour qu'il le comprenne, qu'il se l'approprie, qu'il adopte la solution, etc. Donc, on verra ça aussi rapidement. Et une fois que le client est satisfait, faut voir comment on industrialise une solution d'intelligence artificielle, sachant que l'intelligence artificielle et les machine learning, c'est des modèles qui apprennent, qui évoluent avec le temps. Donc, il va falloir garantir la pérennité du système dans le temps, en fur et à mesure des réapprentissages, d'évolution des données, etc. Donc voilà, donc ça c'est tous les points qu'on va traiter. Donc on va les prendre à peu près dans l'ordre que j'ai présenté ici. Donc on va commencer par la partie modélisation et donc compréhension du besoin client. Est-ce que j'ai cliqué assez fort? Ça bouge un peu. Voilà, ça y est, on est bon. Du coup, la compréhension du besoin du client. Donc là, c'est essentiel. C'est la première étape, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, la data science en soi, l'intelligence artificielle en soi, ou le machine learning en soi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le but, c'est vraiment de comprendre le problème du client, de savoir ce qu'il veut et d'être très précis dans ce qu'il veut. C'est-à-dire, nous, on a des clients qui tous viennent nous voir en nous disant, je voudrais prédire ce qui va se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, que ce soit de la demande
de prédiction de la demande, prédiction du cash flow, etc. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, le besoin macro est le même, mais dans le détail, c'est pas la même chose. On va avoir des clients qui viennent faire du prédictif pour réduire leur stock. On va avoir des clients qui font du prédictif pour optimiser leur cash flow, la trésorerie qu'ils ont, et pouvoir gérer ça de la façon la plus adéquate. On va avoir des clients qui vont venir plutôt avec une approche de satisfaction client, c'est-à-dire qu'ils veulent prédire pour que le produit soit là au bon moment avec le client, et pas d'insatisfaction parce qu'un produit est indisponible ou qu'il y a un délai de livraison qui est trop long, etc. On va avoir aussi toujours pour la même problématique de prédiction, on va avoir des clients qui vont se focaliser sur des prédictions au mois, à la journée, par exemple, dans le cas des cantines, c'est jour par jour, et on va distinguer les menus végétariens des pas végétariens. Il y en a d'autres qui vont réfléchir à des mailles beaucoup plus grosses. Donc voilà, il y a toutes ces spécificités du client qui doivent être caractérisées, et quand au final on pense à grosse maille résoudre le même problème, en fait, quand on rentre dans les détails, c'est très différent. C'est le même cas dans le cas de la prédiction des crises d'épilepsie. Il y a par exemple deux types de crises d'épilepsie sur lesquelles on travaille avec Prédilepsie. Il y a les crises d'épilepsie qui sont de type absence chez les enfants, c'est-à-dire que l'enfant, pendant 30-40 secondes, il perçoit plus l'environnement autour de lui. Donc, quand il est en cours, il va rater 30 à 40 secondes de cours, et le temps qu'il se remette dans le cours, et si ça lui arrive plusieurs fois dans la journée, pour sa scolarité, c'est très complexe. Donc là, le but, c'est de prédire la crise et d'essayer de le faire sortir d'éviter que la crise d'absence arrive en faisant un petit stimulus qui peut être audio et qui va lui permettre de sortir. Donc, dans ce cas-là, on prédit et on essaie de lui faire éviter la crise. Il y a le cas des crises d'épilepsie focale, où là, c'est différent, ça concerne plutôt les adultes, et c'est la crise d'épilepsie qui fait chuter les gens. C'est-à-dire qu'il y a une perte du tonus musculaire, on est en train de faire du vélo, crise d'épilepsie, on tombe, on conduit, crise d'épilepsie, on perd le contrôle du véhicule, etc. Donc là, c'est pareil, c'est de la prédiction, mais au final, c'est deux usages différents et deux façons de traiter les données et d'anticiper qui vont avoir des modalités différentes qu'il faut bien avoir capturées pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, donc ça, c'est sur la partie métier. Voilà, faut bien rester ancré dans les besoins du métier quand on fait de la data science. Faut pas s'égarer dans les méandres des possibilités, je dirais, mathématiques. Il faut vraiment, dès le début, bien capturer, bien formaliser ce problème-là. Et donc, justement, sur la partie formalisation, je vais passer à la slide suivante. Je ne sais pas si c'est moi qui ai pu passer fort ou j'ai le pouce un peu faible. Voilà, donc sur la partie formalisation, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir associer deux mondes. Donc il y a le monde métier, avec sa problématique, le monde des maths. Et pour que les deux se rejoignent, il va falloir être capable de mettre sous forme d'équation, sous forme de métrique, la demande du client. C'est-à-dire qu'il va falloir formaliser qu'est-ce que ça veut dire pour lui qu'un surstock, qu'est-ce que ça veut dire qu'une crise d'épilepsie, qu'est-ce que c'est que le délai avant d'une crise, qu'est-ce que c'est qu'un cash flow, à quelle résolution ça se calcule, comment on vérifie qu'il est bon, comment on vérifie que la précision donnée par nos modèles et l'estimation, enfin, la prédiction dans le temps va être correcte, comment on évalue tout ça. Donc il va falloir le formaliser, le quantifier, il va falloir aussi être capable de suivre ça. C'est-à-dire que dans le temps, comme je disais, on est sur des approches avec des modèles qui se réentraînent. Donc, il va falloir suivre dans le temps l'évolution de ces modèles et garantir qu'ils ont toujours le même niveau de performance et même idéalement les faire progresser avec les nouveaux volumes de données. Ça, c'est très, très important. Il faut aussi valoriser ce qui a été fait par la data science. C'est-à-dire que côté data science, on va avoir une série de métriques, des calculs d'erreurs, des calculs de précision, etc. Il va falloir transformer ça côté métier pour dire, voilà, ça correspond à tel gain, ça correspond à tel chiffre d'affaires supplémentaire, telle quantité de nourriture non gaspillée, etc. Donc, il y a ce travail de traduction à faire entre les deux. Et il y a aussi un travail mathématique qui est assez intéressant, c'est que dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, il y a certaines métriques qu'on veut optimiser qui doivent avoir certaines propriétés mathématiques, notamment il faut qu'elles soient dérivables, etc., pour qu'on puisse appliquer des méthodes de gradient qui vont grosso modo minimiser, permettre de chercher des optimums. Parfois, la façon d'exprimer un problème métier sous forme mathématique ne va pas avoir ces propriétés-là. Donc, on va faire ce qu'on appelle des régularisations, c'est-à-dire qu'on va retravailler ces fonctions pour les rendre dérivables, etc., et qu'elles puissent être exploitables dans un contexte de data science, tout en capturant quand même le côté métier. Donc ça, c'est une partie qui est assez intéressante, et là aussi, sur laquelle il faut être dès le début pragmatique, bien formaliser, comprendre et quantifier un peu le problème du client, pouvoir lui restituer le côté data science vers le côté métier, et bien penser à ça tout de suite.
Enfin, cette fois-ci, ça a l'air d'être bon. Parfait. Donc là, on en est à l'étape où on a compris le besoin du client. On est en plus les outils mathématiques pour le quantifier, voilà, le formaliser. On va maintenant regarder les données. Donc là, les données, c'est pareil, ce que je disais au départ. On peut facilement faire face à un volume de données qui est très important. On est souvent dans des espaces multidimensionnels où c'est impossible pour un humain de s'y repérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel à la data science. Donc, il faut commencer là aussi, en étant méthodique, commencer par faire un inventaire, identifier toutes les sources de données qu'on a à disposition, bien les caractériser, savoir qu'on a des données qui sont temporelles, des données qui sont catégorielles, des données qui sont sous forme d'entier, sous forme de flottant, avec telle ou telle possibilité, etc. Il faut bien les qualifier. On peut être amené aussi à les structurer. Hein. Ça veut dire que on va organiser ces données peut-être de manière arborescente. Puis il y a parfois des mécanismes de hiérarchie entre des produits, des catalogues, des choses comme ça. Si on parle dans le domaine peut-être plus de l'épilepsie, il peut y avoir aussi de la localisation géospatiale, enfin sur le crâne des EEG, il y a des positions différentes. Enfin, voilà, donc on peut les regrouper par zone. Si on parle de magasins, on peut les regrouper aussi par région, par pays, etc. Donc voilà, il y a une phase un peu de structuration des données qui est assez importante. Là aussi, il y a un discours avec le métier pour capitaliser un peu sur l'expérience métier qu'a le client ou le clinicien dans le cadre de l'épilepsie. Voilà. Il faut s'assurer aussi qu'on a l'accès à la donnée, parce que c'est pas le tout d'avoir la donnée. Là, quand on fait ce genre d'application, le but, c'est quand même d'avoir un système pérenne qui puisse être utilisé de manière récurrente dans le temps. Donc, il faut que la donnée elle soit ingérable de manière automatique par un système informatique. Donc, il ne faut pas que ce soit des fichiers qui ont été collectés à la main à gauche à droite. Il faut vraiment qu'ils soient disponibles dans une base de données ou dans un système de pipeline. Ces données-là, on va aussi éventuellement devoir nettoyer, faire un peu de pré-processing pour les mettre en forme, etc. Voilà, et il y a aussi, donc tout ça doit évidemment être optimisé. Donc ça, c'est pour la partie gisement de données. Une fois que ces données, l'audit de ces données, voilà, on a un inventaire précis, on peut passer à une phase où on va essayer d'enrichir les données. Donc là, il y a deux moyens principaux pour enrichir les données, enfin deux axes qu'on peut creuser. Le premier axe, c'est organique, c'est-à-dire que dans les données elles-mêmes, on va pouvoir puiser de l'information supplémentaire. Ça veut dire qu'on va croiser des données entre elles, soit des données géographiques, des données de vente avec des données caractéristiques produits, de caractéristiques magasins, ou des signaux d'un électroencéphalogramme avec un électrocardiogramme. Ou voilà, donc on croise les données entre elles sans les faire enrichir depuis l'extérieur, mais en les enrichissant, en les mixant et en les réexploitant de manière interne. Donc ça, c'est une première possibilité qui est faite quasiment systématiquement, qu'on peut aussi automatiser, hein, c'est-à-dire qu'il y a des librairies qui font ça, et donc là aussi c'est pareil, il faut être efficace. Il y a des outils qui permettent de faire ça de manière automatique, qui évitent à l'humain d'avoir à faire ça. Et l'autre axe intéressant à creuser, c'est l'aspect externe. Donc là, c'est-à-dire qu'on va venir rajouter des données qui viennent de l'extérieur. Si on prend le cas de l'épilepsie, ça peut être des données propres à chaque patient, avec ses caractéristiques biologiques, médicales, etc. Peut-être d'autres mesures qu'on peut faire de rythme cardiaque, etc., enfin, qui peuvent s'ajouter, qui sont externes. Dans le domaine de la demande, de forecast demand, ça peut être des données économiques, socio-économiques sur un pays, sur une région, sur le trafic routier. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer, des informations de concurrence aussi, ou des indices de marché, enfin voilà, des indices énergétiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer, ou des informations qui viennent de réseaux sociaux. Donc là, il faut s'assurer qu'elles soient bien disponibles et que la source d'information soit pérenne. C'est-à-dire que à partir du moment où on ingère ce genre de données dans le système et qu'on s'en sert pour construire le modèle, il faut s'assurer que dans le temps, elles seront toujours disponibles. Si elles venaient à manquer, ça remettrait en cause tout le modèle et ça nécessiterait de revoir la solution qu'on fournit. C'est pour ça, dès le début, il faut bien cadrer les choses et s'assurer de récupérer ça de manière pérenne. Voilà. Donc là, on en est au stade où on a le problème du client, on a les outils mathématiques pour le formaliser, le comprendre, etc. On a les données, on les a enrichies, on les a nettoyées, on les a caractérisées, etc. Tout ça a été fait de manière carrée pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, on va arriver au moment où on va rentrer vraiment dans la phase de modélisation. C'est-à-dire que là, du coup, on va essayer de mettre en relation toutes ces données pour essayer de prédire ou de catégoriser quelque chose qui correspond aux besoins du client. On a voilà, les métriques pour le faire.
Et donc, là, le sujet qui est un peu à la mode actuellement, c'est les réseaux de neurones profonds, etc. Mais qui, à mon sens, est surdimensionné pour ce genre de problématique. Et si on veut être pragmatique, il faut commencer plutôt simple. Hein. Le plus efficace, c'est d'utiliser le réseau de neurones qu'on a à disposition et qui consomme que 70 watts, c'est-à-dire notre propre cerveau, hein, qui a beaucoup plus des ordres de grandeur de connexion que ce qu'on peut faire pour l'instant, qui est beaucoup plus complexe qu'un réseau de neurones, même le plus évolué possible. Donc là, on est pragmatique, on commence par quelque chose de simple. Donc moi, je recommande de toujours commencer par ce qu'on appelle un demi-modèle, c'est-à-dire un modèle simple qui est basé sur des moyennes, sur des régressions très simples, et qui est déjà un peu plus performant que le simple hasard. En météo, par exemple, le modèle de base qu'ils utilisent, c'est la météo du jour, c'est la météo du jour précédent. Déjà, si on fait mieux que ça, c'est déjà pas mal. On a mis longtemps à faire mieux que juste dire qu'il fera à peu près le temps d'hier. Donc ça, c'est la même approche qu'on essaie de faire pour être pragmatique. Autre chose qui est très importante aussi, c'est qu'il y a la loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps pour faire un travail, plus on va utiliser tout ce temps. Donc là, c'est encore plus vrai pour la data science. Si on vous laisse 6 ans pour traiter un sujet, on peut le traiter en 6 ans. C'est des sujets qui peuvent être tellement complexes, avec tellement de dimensions, etc. On peut y passer une vie à essayer d'optimiser à fond la problématique d'un client. Donc là, c'est pareil, il vaut mieux se borner, être pragmatique, dire OK, on se laisse 10 jours. En 10 jours, on sort un premier modèle. On y va de manière simple et efficace. On commence par des modèles peut-être qui sont pas très évolués, mais en tout cas qui commencent déjà à donner des résultats. Et on construit de manière itérative là-dessus. Parce qu'il faut voir que ce que je liste ici, actuellement, en plus des réseaux de neurones qui peuvent être configurés de 1000 façons différentes, qui nécessitent énormément de données, énormément d'énergie pour les entraîner, etc., on a aussi à disposition toute une série d'algorithmes et de modèles, type les méthodes de gradient boosting comme XGBoost, CatBoost, LightGBM, Decision Tree, etc., ou des méthodes comme Prophet, Arima, Sarima, qui sont utilisées pour les séries temporelles, qui permettent déjà de répondre à pas mal de problèmes. On a aussi les Gaussian Process, on a des régressions toutes simples. Donc déjà, faire le bon choix là-dedans, c'est assez complexe. Donc, il vaut mieux commencer par quelque chose de simple et aussi avoir pris bien le temps de caractériser son problème en amont, c'est-à-dire de comprendre dans son problème, est-ce que par exemple, si on a un problème avec des séries temporelles, avec des évolutions, des croissances, des choses qui sont liées au temps, il faut partir plutôt sur des modèles type Prophet ou Serima. Si on a besoin d'extrapoler, c'est pareil. Si par contre c'est pas le cas, qu'on a des données qui vont pas dépendre du temps, bah là les réseaux, enfin pas les réseaux, pardon, les méthodes arborescentes de type XGBoost, gradient boosting, etc. vont être très efficaces. Voilà, donc faut avoir une petite connaissance du domaine et essayer voilà d'être pragmatique et de partir tout de suite là-dessus. Mais ça suffit pas d'avoir choisi son modèle. Parce qu'une fois qu'on a choisi son modèle, il va falloir le configurer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un modèle de machine learning, on choisit un XGBoost, il y a toute une série de paramètres à définir, la profondeur, le nombre d'arbres, etc. Des paramètres de régularisation. Et en fait, la combinatoire de toute cette configuration possible, elle est énorme. On peut se retrouver avec des milliards de possibilités différentes. Donc, on peut le faire à la main, mais là, encore une fois, on veut être efficace, on veut être pragmatique. Je conseille de commencer tout de suite en intégrant une phase d'hyperparameter tuning qui soit automatique, donc à disposition soit dans des plateformes que vous pouvez utiliser, soit si vous codez vous-même, il y a des librairies qui font ça. Il faut tout de suite partir sur quelque chose qui va utiliser une méthode automatique pour sélectionner ces hyperparamètres. Donc il y a des méthodes qui sont purement aléatoires, il y a des méthodes qui sont bayésiennes, qui sont guidées par les expériences précédentes, il y a des méthodes qui sont dites model-based, où en fait c'est assez marrant, par exemple on réutilise XGBoost pour tuner XGBoost, donc il y a cette espèce de petite mise en abîme qui est assez sympa, et donc il vaut mieux partir tout de suite sur une solution comme ça, qui permet de gagner du temps et voilà, et d'éviter les biais humains et de converger tout de suite vers la bonne solution. Il faut aussi bien construire, ça suffit pas d'avoir la méthode automatique, il faut aussi appliquer la méthode automatique sur les bonnes données. C'est-à-dire que quand on fait ces apprentissages-là, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a des données qui servent pour l'entraînement, des données qui servent pour valider que l'entraînement s'est bien passé. Il faut le construire correctement. Si on est sur des données temporelles, il faut bien séparer les deux, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite entre les deux, etc. Donc il faut être assez vigilant là-dessus et le faire correctement. Il faut aussi bien, et ça c'est pourquoi on l'a fait en amont, donc de bien comprendre quelles sont les métriques qui sont propres aux clients, quels sont les objectifs qu'on va vouloir optimiser, parce que quand on est dans ces phases automatiques, il faut bien préciser à la méthode de recherche automatique ce qu'elle va chercher à optimiser. Si on n'a pas en amont, dès le début,
compris le besoin du client et trouvé les métriques qui correspondent vraiment à son cas particulier, à son besoin, on va optimiser quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et du coup, on va avoir un super modèle qui est hyper performant, mais qui ne répond pas au problème du client. Donc là, c'est aussi voilà, le point, un des points auxquels il faut faire attention pour être efficace et pragmatique. Et enfin, dernier point, toujours sur la partie modélisation, il faut être très méthodique, même si on automatise, même si on fait ça de manière guidée par rapport à des algorithmes, il faut aussi être très méthodique et bien noter tout ce qu'on fait, parce qu'on est vite amené à générer des tonnes de modèles, et il faut essayer dans le temps de voir ce qu'on a fait, de pouvoir revenir en arrière, etc. Et si on n'a pas pris le temps de noter un peu précisément ou d'avoir une plateforme comme celle que nous on développe chez Vertigo qui historise tout ça, qui permet de revenir, de voir ce qu'on a fait, de la configuration utilisée, les données utilisées, etc., les scores obtenus, on peut vite aussi être perdu et voilà, on va perdre clairement en efficacité. Une fois que cette phase-là de modélisation est faite, on a un modèle qui est bien, qui correspond normalement aux besoins du client, etc. Donc on va rentrer dans la phase de validation. Donc là, c'est pareil, il faut être pragmatique, il faut la faire, il ne faut pas la zapper, c'est absolument indispensable. Donc là, il peut y avoir deux phases, une phase in vitro, pardon. Donc in vitro, c'est-à-dire qu'on va déjà utiliser les données collectées dans le passé, on va se faire ça sur des cas un peu test, mais qui ne sont pas forcément ceux de la vie réelle. Donc quand on fait du prédictif, ça veut dire qu'on va travailler sur l'historique, les données passées. Quand on fait, par exemple, travailler sur l'épilepsie, on va peut-être travailler sur un pool de patients qu'on connaissait déjà. Donc voilà, on est dans un espace un peu borné, mais déjà on s'assure que ça fonctionne. Et on passe ensuite en in vivo. Donc là, dans le cadre du prédictif, c'est-à-dire, en fait, on va faire maintenant des prédictions pendant 3 mois. On va attendre 3 mois et on va voir si dans 3 mois ça colle. Voilà, ou des délais plus courts que 3 mois. Et donc là, on est vraiment dans le vrai et on va voir ce qui va se passer. Et on valide que ça fonctionne. Et dans le cas de l'épilepsie, on va peut-être tester sur un pool de patients différents ou avec un âge différent. Enfin voilà, on va essayer de travailler sur des données un peu plus réelles et plus concrètes que l'algorithme et la phase d'entraînement ou le data scientist n'a jamais rencontré. Donc voilà, à l'issue de toutes ces étapes-là, on a normalement un modèle qui correspond aux besoins du client, qui a été parfaitement entraîné qui a été testé dans différentes situations. Donc généralement là, on est content, mais on peut se heurter à une nouvelle difficulté qui est tout à fait essentielle et qu'il faut absolument pas négliger, c'est la restitution auprès du client. Et là, quand tu lui fais sa restitution, souvent, il y a deux sujets à traiter, deux difficultés ou deux écueils à éviter. C'est qu'il va falloir déjà le convaincre que ce qu'on a fait, ça correspond à son problème, et lui faire adopter la solution. Donc pour la partie le convaincre, normalement, si en amont, on a fait ces phases justement, où on a bien essayé de comprendre son besoin, le formaliser, etc., on va pouvoir traduire dans son langage business les résultats qu'on a obtenus d'un point de vue data science, c'est-à-dire lui parler d'un ROI en termes de chiffre d'affaires, en termes de cash flow généré, en termes de précision ou de niveau de stock ou de taux de revente, etc. Enfin voilà, adopter le vocabulaire qui va lui parler. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc bien contextualiser le sujet, remettre en place les métriques, enfin tout l'effort data science, mais dans un jargon qui soit plus orienté business. On va pouvoir lui parler aussi de gains de productivité, parce qu'effectivement, l'intérêt de ces méthodes-là d'intelligence artificielle, c'est que souvent, elles sont quand même plus efficaces pour faire ses prédictions, pour faire ses optimisations, que ce que ferait un humain. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Et il y a un aspect aussi rationalisation qui est souvent intéressant et à mettre en avant. C'est-à-dire que quand on va voir le client, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui a fait ça plutôt qu'un humain, ça veut dire que il y a plus d'objectivité, que ça va pas varier d'une personne à l'autre, et qu'on va avoir un process qui va être plus standard, qui va se répéter dans le temps et qui va pas changer. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et surtout, ce que ça amène, ce point de rationalisation, c'est que derrière, le client va pouvoir passer sur un niveau au-dessus, c'est-à-dire plutôt d'être bloqué dans l'opérationnel, de tripatouiller ses fichiers Excel pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir travailler un niveau au-dessus et fixer la stratégie qui va définir, paramétrer un peu l'intelligence artificielle. Et lui, il va pouvoir se focaliser sur des règles de haut niveau et adapter parfaitement l'intelligence artificielle et des résultats à ses besoins à lui. Donc ça, c'est la partie conviction. Donc voilà, en abordant tous ces points-là, en essayant de reprendre le jargon du client, généralement, on est assez efficace, on reste pragmatique, on est dans le sujet qui l'intéresse. La partie data science est traduite en business. Et après, il y a la partie adoption. Donc là, la partie adoption, ce qui freine souvent, c'est que dès qu'on dit intelligence artificielle, il y a toujours une petite crainte que la machine vienne supplanter l'humain et qu'on se retrouve tous dans Matrix. Mais c'est là que c'est important de vulgariser, de bien expliquer qu'au final, il n'y a vraiment rien d'intelligent dans les algorithmes d'intelligence artificielle.
tout se réduit à des additions et des multiplications à la fin, il n'y a aucune créativité, c'est juste une automatisation, c'est comme un robot ou un cobo qui vient aider un humain à faire une tâche, comme un exosquelette par exemple. Là c'est une co-intelligence qui vient l'aider, qui va le décharger de tâches qui sont mécanique dans le sens où c'est pas une tâche mécanique dans le sens physique, on doit pousser quelque chose, mais c'est mécanique dans le sens où c'est finalement avant c'était des fichiers Excel avec un humain qui venait remplir des cases de manière un peu automatique, et on a juste automatisé cette partie-là et confié ça à une intelligence artificielle, mais qui grosso modo déroule quelque chose d'assez mécanique. Donc ça aide bien à l'adoption et bien vulgarisé aussi. Donc, si on a pris le temps en amont de travailler sur les métriques, etc., normalement cette partie-là se passe assez bien. Voilà, donc là, on en est à l'étape où le client a sa solution, on l'a convaincu, elle est performante, etc. On passe à la mise en production. Donc ça, la mise en production, ce que je disais tout à l'heure, la caractéristique de tout ce qui est intelligence artificielle, data science, c'est que on est confronté à quelque chose qui est où il y a un apprentissage, c'est-à-dire que les modèles se rentraînent au fur et à mesure du temps, donc leurs performances peuvent évaluer, les circonstances peuvent changer, les données peuvent changer, et du coup, la précision des modèles peut se dégrader et ne plus répondre précisément aux besoins du client. Par exemple, c'est ce qui a pu nous arriver sur l'année dernière, où nous, on faisait des modèles prédictifs pour un client de la grande distribution. Il y a le Covid qui est passé par là. Du coup, on a suivi tous les mois le comportement de nos algorithmes. On s'est assuré qu'ils étaient bien capables de prendre en compte les nouvelles données, les nouvelles tendances de vente, etc. Et que les prédictions qu'ils faisaient étaient toujours cohérentes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas eu de problème là-dessus. Donc pour ça, il faut avoir un monitoring et un suivi des performances qui sont mis en place dès le début, qui permettent de traquer ça, qui permettent aussi de traquer la qualité des données en amont, parce qu'on peut aussi avoir des modèles qui se détériorent parce que la collecte des données chez le client ou la collecte des données externes ne fonctionne plus, le modèle s'entraîne pas correctement et il peut se mettre à donner n'importe quoi comme résultat. Donc il faut être là aussi très vigilant, très pragmatique, se doter de bons outils dès le début pour éviter d'avoir à faire face à une mauvaise surprise. Voilà, et dernier point, je crois, si je me rappelle bien, il y a l'aspect amélioration continue. Donc, comme je le disais au début, dans le domaine de la data science, il faut être objectif et réaliste. C'est un domaine qui est neuf, qui évolue tous les jours. Il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouveaux moyens de calcul, des nouvelles architectures de distribution des calculs, des nouvelles librairies, des nouvelles méthodes scientifiques, etc., qui apparaissent quasiment tous les jours. Donc, il faut vraiment faire de la veille pour en continuer à enrichir le modèle, continuer à les faire progresser et continuer à garantir un bon niveau de service et de qualité sur les modèles, les solutions qui sont mises en place. Voilà. On peut aussi, pour faire évoluer les performances, travailler sur l'aspect données, c'est-à-dire enrichir les données. Donc, comme je disais, soit en interne, soit en externe, toujours continuer à travailler là-dessus. Donc ça, c'est assez important. Donc, si je fais une rapide synthèse de ce que je vous disais, là, pour être bien pragmatique, donc un peu classé, je dirais, par ordre de priorité. Donc, le premier point que je mettrais, effectivement, c'est la loi de Parkinson, c'est-à-dire que le fait que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on va occuper tout ce temps. Donc, c'est d'autant vraiment plus vrai pour la data science où on peut y passer un temps infini. Donc, il faut vraiment, c'est la première règle que je garderais pour être pragmatique, c'est-à-dire bien borné, essayer de faire un modèle dans un temps limité, mettre 10 jours dessus par exemple, et pas viser tout de suite l'excellence, mais déjà avoir quelque chose qui a une valeur, qui apporte quelque chose, et qui va peut-être pas être parfait, mais en tout cas qui va répondre à une problématique métier. Donc ça, je dirais que c'est le premier point à considérer. Le second, qui est très important, c'est la reformalisation de la problématique métier, c'est-à-dire vraiment comprendre ce que veut le client et transformer son besoin métier son jargon métier en un jargon scientifique, mathématique. Ça, c'est vraiment indispensable aussi. Si on fait pas ça, bon, on va partir bille en tête et résoudre un problème qui a rien à voir avec quelque chose qui pourrait être utile pour une application concrète. Troisième point, je dirais qu'il faut effectivement commencer simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite partir sur des modèles avec des réseaux de neurones profonds, convolutifs, etc., qui vont mettre des plombes à s'entraîner. Ça, c'est des choses qu'on a testées, par exemple, sur le cas de prédilepsie, où c'est beaucoup plus simple de faire déjà des premiers modèles qui sont efficaces, qui sont prédictifs facilement, avec des méthodes qui sont quand même assez évoluées, mais qui ne mettent pas en œuvre des réseaux qu'il faut reconfigurer, reprogrammer, et qui vont tourner pendant des heures et des heures. Voilà. Quatrième point, c'est avoir une approche méthodique. C'est de la data science, donc ça reste quand même une science, pardon. Et du coup, on peut pas se lancer complètement n'importe comment sans avoir un minimum de méthode et de rigueur.
C'est ce que je citais un peu avant, quand on fait différents entraînements, qu'on teste différents modèles, ben voilà, il y a une méthodologie, il faut historiser, conserver ce qu'on a fait, sur quelles données on a travaillé, quel type de modèle, quelle configuration, etc., pour être capable de retracer ça dans le temps. Et puis, quand on a généré 200, 300 modèles, de savoir pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a abandonné telle ou telle option. Donc ça, c'est assez important. Automatiser dès le début, hein, ça c'est ce que je citais un peu sur le HP tuning ou sur la collecte des données. Quand on fait une solution d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y en a quand même je sais plus, je crois que c'est 70% qui sont finalement jamais déployés parce que c'est pas pensé dès le début pour partir en production. Donc on fait un POC, on voit que ça fonctionne à peu près, mais au moment où on veut le faire fonctionner réellement, ben, on n'a pas prévu les aspects automatisation, on n'arrive pas à collecter les données, on n'a pas la puissance de calcul, c'est pas automatisé, il faut encore qu'il y ait un humain qui intervienne. Donc bref, c'est pas vraiment une solution d'intelligence artificielle, ça reste manuel et ça marche pas. Donc ça, c'était le 5e point. Le 6e, qui est assez important aussi, c'est dès le début, auditer la donnée, c'est-à-dire, ben, c'est ce que je disais sur les premières slides. On regarde les données, on regarde les volumes auxquels on fait face, le type de données, les caractéristiques, séries temporelles, données catégorielles, etc. Donc vraiment avoir un audit de comment les données sont distribuées, est-ce que c'est équilibré, pas équilibré, est-ce qu'il y a des données qui sont mal représentées, des régions, des capteurs, enfin, peu importe, mais en tout cas il faut être là-dessus assez rigoureux. 7e ou 6e point, il faut prévoir le déploiement. Donc, ben voilà, c'est ou la mise en production. Si on veut que ce soit utilisable, ben, il faut prévoir ça. Historiser, ça revient un petit peu à ce que je disais sur l'approche méthodique, c'est-à-dire ben, il faut être capable de revenir dans le temps et voir les choix qu'on a fait. Et enfin, les 2 derniers points, donc il y a l'aspect documenté. C'est-à-dire que ben, voilà, on est dans un processus un peu scientifique, etc. On va être amené à échanger avec différentes personnes et comme on peut explorer pas mal de pistes différentes, ben, il ne faut pas hésiter à documenter ce qu'on fait, comment on a traité les données, quels algos on a choisi, pourquoi, etc. Parce qu'on peut aussi rapidement s'y perdre. Et donc le dernier point, apprendre, c'est-à-dire que ce que je disais, la data science, ça évolue tous les jours. Donc, bah, il faut faire de la veille, il faut lire des blogs, Medium, Data Toward Data Science, des publications un peu scientifiques aussi, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait. Et puis aussi les labos de Google, Facebook, Amazon, voilà, qui mettent à disposition non seulement des librairies, mais souvent aussi des papiers académiques sur le sujet. Et ça peut toujours être enrichissant de s'alimenter. Voilà, on peut parfois appliquer des méthodes dans un cas différent et c'est souvent assez profitable. Et je crois que j'arrive à la dernière slide. Hop, voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si je suis à peu près dans les temps. Voilà, c'était très bien. Ouais, il y a quelques questions sur le chat. À la limite, je veux bien que tu reviennes sur la slide précédente parce que ça va me permettre de présenter, enfin, de poser la question de Guillaume qui était un peu au début, qui arrive au début, qui était finalement, vu qu'il n'y a pas d'état de l'art finalement sur ces disciplines-là. Ouais. Quand tu as 2 boîtes qui bossent, enfin, qu'est-ce qui fait la différence entre deux entreprises qui vont proposer chacune une solution de machine learning? Ouais. C'est quoi le point clé qui peut faire la différence entre les deux? Est-ce que c'est finalement de base la compréhension client? Est-ce que c'est les compétences techniques pures pour écrire l'algorithme? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un truc qui sort en particulier? Est-ce que tu en vois plusieurs? Ouais, je dirais que nous, en tout cas, ce qui marche bien chez nous, c'est qu'effectivement, il y a clairement une dimension métier, c'est-à-dire compréhension des besoins du client. Donc ça qui s'acquérit au fur et à mesure qu'on rencontre des clients. Donc ça, c'est un point qui est assez important et qui permet de tout de suite d'être crédible en allant voir le client. Il voit qu'on fournit une solution qui va être, en tout cas, qu'on comprend son besoin et que notre solution sera capable de traiter son besoin. Il y a un autre aspect aussi qui est important, j'ai oublié de citer, mais c'est l'aspect explicabilité. C'est-à-dire que dans la data science, pour convaincre et pour embarquer les personnes, il faut être capable aussi d'expliquer quelles sont les prédictions ou les résultats ou les optimisations que va fournir une intelligence artificielle. Il faut être capable de dire, bah tiens, je t'ai prévu que tu allais vendre telle ou telle chose à telle ou telle période parce que j'ai observé un effet de saisonnalité, parce que ce produit est en croissance, en décroissance, ou parce que le trafic aérien a augmenté dans la région, ou je sais que c'est des vacances au Japon et du coup, c'est un aéroport à Zurich, ils vont tous venir visiter la Suisse, etc. Enfin, le modèle est capable de comprendre ces choses-là et de les restituer, enfin, si on fait l'effort en tout cas. Ça, c'est aussi un point qui est assez important et que tous nos clients nous demandent, c'est au moins dans les premiers mois, quand ils adaptent la solution,
Voilà, ils sont un peu réticents. Ils disent une intelligence artificielle va quand même pas faire que mieux que moi qui connais le business depuis 30 ans. Et voilà, quand il y a ces arguments-là derrière et qu'ils disent ah bah oui, effectivement, ça ressemble à ce qu'on fait, ou parfois c'est des choses qu'ils n'avaient pas vues mais qui font sens côté business, ils se disent ah bah oui, on aurait dû y penser, c'est logique, c'est pour ça qu'on a tous les ans tel ou tel truc. Donc voilà, ça c'est une partie qui est assez importante. Je dirais, et après il y a aussi l'aspect méthodologie, nous j'en ai pas forcément parlé, mais après il y a toute une partie accompagnement quand il y a c'est un peu un changement de fonctionnement des entreprises quand on bascule sur de l'intelligence artificielle. Donc, nous on a voilà toute une méthodologie pour accompagner les clients là-dessus, quoi. Cool. On vient de parler pendant 45 minutes et on n'a pas évoqué le Covid du tout. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc il y a une question. J'en ai parlé un tout petit peu. Il y a une question sur le sujet quand même qui revient. En fait, est-ce que la question elle était arrivez-vous à entraîner des modèles avec des bonnes capacités prédictives dans le contexte actuel? Et du coup, comment toi ça dans les modèles que vous aviez pu imaginer ou développer il y a quelques mois, effectivement. J'avais juste, alors je l'ai évoqué juste à l'oral rapidement, mais effectivement, ça c'est ce qu'on s'est rendu compte. Enfin voilà, on avait livré notre outil de prédiction, donc là c'était la prédiction de la demande pour un gros retailer français, donc voilà qui a des milliers de magasins en France, et voilà, et on l'a livré pendant un an, et au bout d'un an, paf le Covid. Donc là, on s'est tous demandé comment le modèle allait réagir, parce qu'effectivement il y a un changement de comportement d'achat, etc. Qui s'est fait du fait du Covid, avec des horaires décalés, des besoins décalés, enfin des achats, enfin bref, tout a changé. Et du coup, on avait effectivement un suivi des performances qui a permis de voir que les performances se maintenaient. D'ailleurs, ce client-là a publié aujourd'hui quelque chose en disant la supply chain a tenu, et nous cite là-dedans. Et les modèles prédictifs qu'on a fournis, effectivement, se sont comportés très correctement pendant cette année. Et c'est d'ailleurs le seul outil prédictif qu'ils ont eu chez eux qui a fonctionné correctement. Parce qu'on le réentraîne périodiquement, suffisamment fréquemment, pour que ces effets ce changement finalement dans les comportements clients puissent être capturés et qu'on arrive à avoir des prédictions qui prennent en compte ce genre de facteurs. Ok. J'ai une autre question sur les outils de versionning. Est-ce que vous avez des outils de versionning projet que tu peux mettre en avant ou qui sont intéressants à utiliser? Alors, en fait, nous, on utilise notre propre plateforme. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a le versionning, tout ce qui est sur le code, etc. Bon, là, on utilise des outils standards, du Git, du GitLab, etc. Après, sur le versionning vraiment propre à la data science, dans la plateforme que nous, on développe et qui est la base de tous les services ou tous les produits qu'on fournit à nos clients, tout est versionné de manière unique et on sait, par exemple, quand on a fait un entraînement, avec quelles données il a été entraîné, on peut retrouver les données, quelle configuration, à quel moment, sur quelle machine, etc. Enfin bref, tout est versionné et on peut récupérer toutes les données, c'est stocké ad vitam. Voilà, au bout d'un moment, ça bascule en cold storage, mais on peut les récupérer au besoin et du coup, on a cette garantie déjà dans la phase d'exploitation qu'on peut revenir et voir, je ne sais pas si c'est passé quelque chose de bizarre, essayer de comprendre. Et aussi dans la phase où on construit nos modèles, c'est ce que j'expliquais, nos data scientists peuvent à tout moment voir l'historique de tous les modèles qu'ils ont entraînés, parce que comme je disais, on peut arriver à en entraîner des dizaines ou des centaines, et voir un petit peu quels choix ils ont fait, à quel moment, quels étaient les scores obtenus par rapport à quelle config, quelles données, quelle méthode de cross-validation, etc. Et ça, c'est très très important parce que quand on essaie de le faire sans un outil comme ça, c'est assez complexe, on s'y perd au bout d'un moment. Okay. J'ai plus de questions sur le chat, donc je vais t'en poser une. Je vais te demander une petite prédiction du coup. Vu que ça fait un petit moment que tu travailles là-dedans, et puis ça fait un petit moment qu'on entend parler d'intelligence artificielle, mais finalement qu'on ne sait pas vraiment qui les utilise, comment c'est utilisé. Est-ce que toi tu sens un changement au niveau marché français, peut-être de façon un peu plus large aussi, si tu as des perspectives là-dessus, mais sur l'utilisation, sur l'adoption de ces techniques-là dans les boîtes moyenne ou grosse. Oui, là-dessus, ça a pas mal évolué. Quand on a commencé il y a 5-6 ans, les gens savaient, on savait qu'il fallait faire de l'intelligence artificielle. Donc, les gens venaient nous voir en disant, bon, il faut qu'on fasse de l'intelligence artificielle, mais ils savaient pas trop pourquoi. Mais voilà, toutes les boîtes de l'époque, Uber ou des grosses boîtes comme ça qui ont dans leur core business un aspect un peu prédictif, un peu intelligence artificielle. On savait que ces boîtes-là cartonnaient, que ça devenait des licornes, etc. Donc les grosses boîtes un peu traditionnelles se disaient nous, faut pas qu'on rate le coche, il nous faut de l'intelligence artificielle, mais ils savaient pas forcément pourquoi. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que les gens viennent, ils veulent toujours de l'intelligence artificielle, mais ils sont beaucoup plus précis sur leurs besoins, ils capturent un peu mieux ce à quoi ça peut leur être utile, et ils arrivent avec des besoins un peu plus formalisés, quoi.
Donc, je dirais que c'est dans ce sens-là que ça évolue. Et sinon, il n'y a pas de doute depuis maintenant 5 ans qu'effectivement, ça va continuer à se développer. Et les gens ont aussi compris qu'intelligence artificielle, bon, il y a intelligence artificielle, mais c'est pas forcément la réalité. D'ailleurs, on parle souvent pour ce que fait Google ou tous les réseaux de neurones qui traitent des images, qui reconnaissent un chat, un chien, et des trucs comme ça. On parle d'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ces intelligences artificielles, elles ont pu être entraînées que parce qu'à un moment, il y a une série d'humains à Madagascar qui a tagué toutes les images à la mano. Et c'est pour ça que c'est l'intelligence artificielle, parce que ça n'a pas vraiment appris tout seul. Il commence à y avoir des modèles qui sont capables d'apprendre vraiment 100% tout seul, mais pour l'instant, toutes ces choses-là ont été faites. Derrière, il y a un humain qui a bossé, quoi. Le clic, quoi, le coup du clic. Ouais. Merci, j'ai pas d'autres questions, sauf s'il y en a une dernière qui tombe. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était intéressant, c'était une bonne introduction. Merci Guillaume. Merci Pierre. Merci le Palace.